De retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'international, 11e saison, 23e ville, 24e heure de direct. Et nous atterrissons, après avoir fait un passage au Portugal, à Porto, nous atterrissons à Miami, aux USA. Et j'accueille mes invités. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc j'appelle Joël Glusman. Bonjour. Alors Joël, vous êtes un grand investisseur, un grand chef d'entreprise international et entre autres à Miami. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors j'ai la chance de diriger un groupe qui s'appelle Cristal, qui est une entreprise de taille intermédiaire dont le siège est en France, qui a plusieurs activités, toutes tournées vers le transport et la logistique internationale. Et on a fêté cette année nos 30 ans. Et depuis le début de l'entreprise, n'étant pas un global player, on est un niche player. Et on a développé un certain nombre de niches en s'adressant à différentes industries. Et la plus grosse de cette niche était dédiée à l'industrie aéronautique. Et c'est assez naturellement que nous avons fait un spin-off de cette niche. Et ce spin-off, on a créé une filiale spécialisée qui s'appelle Tala, dont nous avons mis le siège à Miami. D'accord, très bien, merci. En face, nous avons un autre entrepreneur, Sandrine Chauvet, que souvent on connaît sur les plateaux, mais plutôt à ma place. Donc Sandrine, vous avez vécu fort longtemps à Miami. J'ai vécu 6 ans à Miami, en fait, de 2008 à 2014. Et nous avons donc, avec mon époux, monté une société là-bas, une LLC. On en reparlera tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure. Donc une société dédiée à la production audiovisuelle qui nous a donc permis de monter un bouquet de web TV, de 12 web TV, qui s'appelle France Monde 21.tv. Voilà. Olivier Sureau, que tout le monde connaît ici. Donc vous êtes implanté à Miami, alors dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais vous vivez à Miami. Absolument, moi j'habite à Miami depuis 2003 exactement, donc ça fait 14 ans. Et je suis le fondateur d'un cabinet d'expertise comptable qui s'appelle Jade Associates. Nous faisons partie depuis 3 ans du groupe Fiducial, dans le groupe Fiducial. Et j'ai monté ce cabinet avec 2 autres associés également en 2003. Et nous avons actuellement 6 implantations aux États-Unis et 3 en Amérique du Sud. Très bien. Et puis, il nous fallait un étudiant, la jeunesse présente sur ce plateau, donc Pierre Charbonnel. Vous revenez de Miami. Ouais, voilà, j'étais 6 mois en stage à Miami, donc de juin à décembre. Je suis revenu juste en décembre. J'étais en business development pour ouvrir en gros un projet de boutique de chocolat. Donc il fallait étudier le marché, etc. Et je suis actuellement donc en césure entre mon M1 et mon M2 à Dauphine. Et je suis actuellement en stage en cabinet de conseil à Paris, qui s'appelle Itaï. Très bien, merci. Alors, on parle des États-Unis, on parle des USA, on aura une autre émission sur Seattle, mais Miami, c'est quand même une grande spécificité au sein des USA. Alors, pourquoi avoir choisi Miami et quelle est la spécificité, justement, de cette région, bien évidemment avec la proximité de Cuba, des Caraïbes, de l'Amérique du Sud? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles notre groupe a décidé de s'installer à Miami. En fait, Miami, ça a beau être la capitale économique de la Floride, on considère que ce n'est pas tout à fait les États-Unis. Et en fait, nous avons attaqué le continent américain par le sud, puisqu'on a commencé par investir au Brésil il y a quelques années. Et c'est notre filiale brésilienne qui était déjà présente à Miami. Donc il y avait une structure d'accueil assez facile pour nous. Mais aussi, comme je l'ai dit, nous avons ciblé le développement de notre activité aux États-Unis avec un des fers de lance du groupe, qui est la spécialisation auprès de l'industrie aéronautique. Et Miami est au cœur du plus gros marché aéronautique du monde, que sont les États-Unis. Et puis également, nous sommes présents déjà dans la Caraïbe francophone. Il y a une proximité géographique. Mais les espoirs que nous avons sont de faire de Miami notre tête de pont pour le développement sur le continent nord-américain. Olivier, alors vous, quelle est votre perception et quelle est la perception de vos clients vis-à-vis justement de cette zone? Justement, pour compléter ce que disait Joël, on dit souvent que Miami est la ville la plus proche des États-Unis. Donc c'est à la fois, on est aux États-Unis,
géographiquement, mais souvent culturellement et économiquement, on n'est pas aux États-Unis, en fait, on est en Amérique du Sud. Donc c'est vrai que Miami est une ville, est un carrefour, on appelle ça un carrefour des Amériques, Miami. Et donc la plupart de nos clients viennent à Miami pour des raisons géographiques, tout d'abord, parce que c'est vrai que c'est une plateforme géographique, on peut aller de partout, être sur la côte ouest des États-Unis, rayonner sur l'Amérique du Sud, sur l'Amérique latine, sur les Caraïbes, mais également garder un pied à terre en même temps sur l'Europe, puisqu'on n'est pas très très loin de l'Europe. Donc ça, c'est la première raison géographique, je dirais, mais également économique, puisque Miami est un État en plein essor, enfin une ville en plein essor dans l'État de Floride, au niveau de sa population démographique, et également fiscale, puisqu'on a beaucoup d'avantages fiscaux, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un État, Miami fait partie d'un État, en l'occurrence la Floride, avec un attrait fiscal important. On se retrouve bien évidemment pour poursuivre tout cela dans quelques instants après une petite page de pub. I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. De retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'international et nous sommes à Miami. Alors on parlait juste avant cette petite pause bien évidemment de la partie un peu magique de Miami. Maintenant, si je veux m'implanter à Miami, si je veux m'implanter, comment ça se passe? Quels sont les aspects un peu administratifs si je suis chef d'entreprise et que j'ai l'intention d'investir dans ce pays? Alors, au niveau administratif, c'est relativement simple. Hein, de façon générale, l'État de Floride fait partie des États les plus simples pour créer sa société. Parce que votre société, elle peut être créée, je dirais, en 24 heures, elle est opérationnelle, pour un coût assez minime, puisque incorporer une société, ça va de l'ordre de $70 à $125. Ce qui leur est un peu plus compliqué, c'est quand vous avez des associés, il faut bien évidemment avoir recours à un avocat pour avoir un pacte d'actionnaires. Mais j'aurais tendance à dire, de façon générale, vous pouvez être opérationnel en l'espace de 24 heures pour ouvrir sa société. Ce qui leur est un petit peu plus compliqué, c'est d'ouvrir un compte en banque, puisqu'il y a quand même un certain nombre de réglementations depuis le 11 septembre qui font que vous devez vous déplacer, vous rendre sur place pour ouvrir ce compte en banque physiquement. Alors qu'ouvrir une société, ça se fait à distance, ça se fait très facilement. Obtenir un identifiant fiscal, qui est la deuxième étape, se fait aussi très facilement. Hein, vous avez recours bien souvent à un expert comptable pour le faire. Et donc vous contactez l'administration fiscale. Donc j'aurais tendance à dire, ces étapes, c'est très simple, mais il faut être accompagné. Il faut être bien accompagné, absolument. Expert comptable, avocat. Un expert comptable et un avocat, c'est vraiment essentiel. Ça va être la base. Sandrine, votre expérience à ce sujet?
Ça s'est passé aussi simplement que l'a décrit Olivier, à la seule nuance que nous disposions à l'époque déjà d'un bien que nous avions acheté. Donc nous avions une adresse. Donc c'était déjà Et ça facilite. Nous avions déjà un compte bancaire. Donc toutes les étapes, je dirais, un petit peu plus difficiles à franchir, l'étaient déjà. déjà acquise. C'était très simple. Bon, si je dirais qu'il faut un expert comptable, certes, un bon expert comptable, c'est mieux, si possible francophone, puisque nous, quand nous sommes arrivés, nous sommes tombés sur un expert comptable tout à fait charmant, qui était américain, et qui nous a fait faire fausse route, qui nous a fait partir sur une société qui n'était pas celle qui nous convenait. Il nous a fait monter une corp. Enfin bref, on est parti dans une espèce de truc qui ne correspondait pas du tout à notre situation. Et heureusement, on a rencontré Olivier qui est francophone, avec qui nous avons pu échanger et effectivement monter la société qui nous convenait. Oui, et pour vous, comment ça s'est passé? Vous, c'est une filiale. Ça a été très très simple. Donc c'est une filiale de Cristal. On a bénéficié de l'implantation de notre bureau brésilien qui est déjà présent. 24 heures pour incorporer l'entreprise. Un peu plus long pour ouvrir le compte en banque, ça je confirme. Ça a été un peu plus compliqué. Mais voilà, enfin, c'est relativement simple. C'est relativement simple. Pour autant, il faut quand même se faire accompagner. Mais j'oserais dire un peu comme dans tous les pays. On ne part pas fleur au fusil et on se fait accompagner par les bonnes personnes. C'est vrai, mais en général, c'est vrai qu'on écoute souvent les gens. Et quand on écoute les gens, on dit toujours c'est simple, donc il n'y a pas de problème. On va le faire. On le fait en 24 heures, on peut le faire nous-mêmes. Et on oublie qu'on est dans un nouveau pays, des nouvelles lois. Il faut se protéger. Et c'est pour ça qu'il faut se faire bien se faire accompagner. Bien accompagner. Alors, une fois que j'ai créé ma société, arrive des sujets de locaux, d'acquisition de locaux. Comment ça se passe? C'est assez facile. Alors, on va aller interroger Pierre. Comment ça s'est passé dans le cadre du développement? Vous avez cherché des locaux dans le cadre de votre stage? Ouais, en fait, aux États-Unis, tout passe par des courtiers. Donc, en fait, on ne peut pas faire grand-chose soi-même. Il faut avoir recours à d'autres sociétés assez rapidement. Enfin, moi, d'après l'expérience que j'ai eue. Et puis ensuite, même au sein de Miami, j'ai l'impression, c'est assez compliqué de trouver le bon équilibre entre un prix raisonnable et un endroit assez passant où on peut s'établir, quoi. Vous avez le même sentiment? Oui, alors c'est vrai que justement, il faut avoir recours à un agent immobilier. Vous passez par un broker qui est l'appareil, comme l'avocat, je dirais, comme l'avocat expert comptable. Il faut être bien entouré pour aller aux États-Unis. Donc un bon agent immobilier, puisqu'en fait, on dit souvent aux États-Unis, quand vous avez un business, notamment de retail, de magasin, on dit location. Un mauvais endroit stratégique, ça peut vous faire planter votre réussite dès le départ. Donc la location est très importante. Première étape, trouver le bon espace, donc avoir votre agent immobilier qui va vous accompagner sur cet espace-là. Et deuxième phase, c'est bien négocier son bail, parce que là aussi, ça va être compliqué. On est encore dans la même chose. Et pareil, avoir recours à un avocat, puisque on arrive avec ses a priori français, et contrairement à la France, quand vous êtes locataire aux États-Unis, vous êtes très peu protégé. En France, ça a tendance à être l'inverse. Aux États-Unis, je dirais en termes immobiliers, c'est plus le propriétaire qui est protégé, qui a beaucoup de droits, alors que le locataire en a très peu. D'où là aussi l'importance d'avoir un avocat. De rédiger correctement. Le contrat, voilà. Et de façon générale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, le droit est contractuel. En France, on a les lois qui régissent et on a les contrats qui viennent dans un deuxième temps. Aux États-Unis, si vous allez devant un tribunal, c'est le contrat qui va tout déterminer. Et le contrat qui va le fixer, ça va être un avocat. C'est pour ça qu'on a autant d'avocats aux États-Unis, puisque le droit est un droit contractuel. Très bien. Alors, on va aller interviewer quelques instants Sophie Blacher concernant quels conseils donneriez-vous à un Français qui souhaite développer son business sur place? Le conseil que je donnerais aux Français qui souhaiteraient établir leur société aux États-Unis, c'est principalement bien connaître le marché parce que ça paraît être une évidence, mais le marché n'est pas spécialement connu. On arrive comme ça et on se dit que tout va bien aller, que tout va bien se passer. Et pour autant, il y a des spécificités pour chaque ville, pour chaque comté, pour chaque État même. De plus, je conseille aussi fortement de bien s'entourer, s'entourer de professionnels, experts comptables, avocats, fiscalistes ou autres, qui seraient de vrais professionnels établis depuis plusieurs années aux États-Unis, qui ont une vraie connaissance du marché. Malheureusement, il y a pas mal de professionnels qui ne le sont pas vraiment, et on voit malheureusement beaucoup de Français repartir très peu de temps après leur arrivée pour des questions d'arnaque, pour parler clairement.
Donc c'est bien de s'entourer. Il y a des vrais professionnels américains et des vrais professionnels français qui peuvent réellement aider les Français qui souhaitent s'installer et qui connaissent ces spécificités propres à chaque pays et qui peuvent être de bonne aide réellement pour ces gens. Alors Joël Gusman, comment ça s'est passé? Une réaction face à ça pour vous? Comment ça s'est passé? Bon, nous comme je l'ai dit, on a été aidés par nos collègues brésiliens qui étaient déjà implantés ça a Miami. facilité quand même. Au niveau immobilier, de par notre activité, le choix était relativement limité. Il fallait être à proximité de l'aéroport. Donc on est présent sur l'aéroport international de Miami. Et puis, bon, nous aussi, on a eu la chance de rencontrer un expert comptable reconnu, connu et apprécié de beaucoup de monde dans la communauté française de Miami, avec lequel on a travaillé et qui nous a bien simplifié la vie aussi, quoi. Je veux dire, donc il faut bien se faire accompagner. Enfin, je citerai quand même le réseau des CCE qui peut être très intéressant. Absolument. Aussi. Hein. C'est très important. Il ne faut pas omettre. Si en plus l'expert comptable est également CCE, il a la double casquette. On peut même le citer puisqu'il est connu de tout le monde. Il s'agit de Serge Massa, qui est très, très connu, très apprécié de par de nombreuses entreprises françaises. Le réseau est quand même important. Ouais, le réseau sur place, les Français sur place sont importants. Alors, dans quel secteur d'activité on a aujourd'hui des potentialités pour un entrepreneur français? Alors, l'aéronautique, manifestement. Alors, l'aéronautique, c'était déjà un des piliers de notre activité en France. Et en fait, on a acquis en France une expertise dans ce domaine-là qu'on est allé essayer d'implanter aux États-Unis. Et d'abord parce que c'est le plus gros marché aéronautique dans le monde. Et également, on est allé, on a développé un concept de franchise de l'expertise que nous avions acquis en France. Le franchiseur est basé aux États-Unis et on a franchisé aujourd'hui, on a une 50aine de franchises de par le monde. Juste pour être vrai, franchise? Alors, il y a une subtilité. La relation franchiseur-franchisee en termes de liability aux États-Unis est trop contraignante. Le véritable terme, c'est la licence. En fait, nous sommes un licensor et il y a des licensees. Mais la relation que nous avons... On est d'accord. Non, c'était juste pour qu'on soit bien clair pour les personnes qui nous regardent. Alors, juste pour compléter, pourquoi l'aéronautique? Je veux dire, c'est aujourd'hui une des rares, pour ne pas dire la seule industrie, qui a dans carnet de commandes plein pour les 10 prochaines années. Je veux dire, même si de nombreuses compagnies aériennes sont en souffrance, c'est une industrie qui continue à investir. Il y aura de plus en plus de passagers, de plus en plus d'avions, de plus en plus de marchandises qui voyageront par ce mode-là. Et c'est un business où on peut attendre, où on peut développer des choses. Ah oui, en tout cas, on a une visibilité qui est extrêmement rare sur quelques années. On est bien d'accord. D'autres secteurs d'activité, Olivier? Bon, après, bien évidemment, Miami repose essentiellement son économie sur le tourisme. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, beaucoup de tourisme. Je crois qu'en 2015, il y avait 15 millions de visiteurs à Miami, donc ce qui est quand même assez important. Donc beaucoup de sociétés gravitent autour du tourisme actuellement. Il faut également savoir que la population, on prévoit que la population de Floride va augmenter d'un tiers dans les 20 prochaines années, alors qu'aux États-Unis, on considère qu'elle va augmenter 17%. Donc on peut voir que dans les prévisions, l'État de Floride va être le 3e État avec le taux de croissance démographique le plus important. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire autour de ça. Donc ça, secteur porteur, je dirais tourisme. Il y a aussi tout ce qui est énergie renouvelable qui commence à se développer en Floride, notamment solaire. Beaucoup de choses, puisque la Floride est beaucoup en retard, notamment Miami, par rapport à d'autres États comme la Californie. Et on constate depuis 1 an, 2 ans, un intérêt accru dans ce type d'énergie. Donc ça, c'est assez important. Puis bien évidemment, il y a tout ce qui tourne autour du luxe. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ont leur siège, leur headquarter pour l'Amérique latine, qui sont basées à Miami. Donc on a beaucoup pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Absolument. Donc on a beaucoup de clients qui sont dans ce domaine-là, dans le domaine du luxe, puisque Miami est quand même un endroit privilégié de ce côté-là. Puis enfin, on a le côté médical et pharmaceutique. Vous avez des grands groupes qui sont actuellement aussi en Floride. On a des grands hôpitaux. Vous avez par exemple l'Université de Miami qui a racheté il y a un peu moins de 10 ans un hôpital avec comme objectif de devenir la meilleure fac de médecine aux États-Unis dans les 10 prochaines années. C'est leur ambition. Donc on arrive bientôt à l'objectif. Ça y est. Absolument. Très bien. Alors on va aller poser quelques questions à Jacques Brion, qui est lui conseiller du commerce extérieur, conseiller consulaire de Miami. Quelles sont les différences culturelles entre nos deux peuples? Alors on ne peut pas parler du peuple américain comme d'un peuple, surtout quand on est à Miami.
Miami, c'est un carrefour culturel, notamment avec la présence hispanique qui est très, très importante, très considérable. Et on fait différemment du business avec les Cubains de Miami ou avec les Américains non hispaniques qui sont un peu plus au nord de la Floride. Donc il faut pouvoir s'adapter. Parler espagnol à Miami, c'est un plus, évidemment. Et puis, il faut s'intégrer progressivement dans cette culture hispanique qui est bien particulière et qui maintenant s'étend aux États-Unis depuis la Californie du Sud jusqu'en Floride, en passant par le Texas, la Nouvelle-Orléans, le New Mexico, et où la langue espagnole est parlée tous les jours par à peu près 60 ou 65 millions d'Américains. Votre sentiment, Pierre, de retour depuis quelques semaines? Déjà, je partage l'avis sur l'espagnol. Enfin, moi, j'ai fait allemand LV2, donc espagnol, je ne parlais pas du tout. Et ça a été assez difficile en arrivant, bien que je parle anglais. J'ai eu beaucoup de mal sur certaines démarches, même en arrivant à l'aéroport. Enfin, on entend de l'espagnol partout. Et c'est vrai que parfois, c'est compliqué pour comprendre ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire, etc. Ensuite, au niveau du business... Bon, globalement, les gens parlent... Enfin, même s'il y a une... Oui, c'est certes qu'il y a des différences culturelles, mais ouais, tout le monde parle quand même, on se comprend quand même. Moi, ça m'a plus gêné au niveau personnel qu'au niveau business, je dirais, les différences culturelles. Sandrine, comment vous avez vécu ce développement de business sur place? Par rapport à la langue ou par rapport Oui, enfin un peu des deux. Oui, la culture et la langue. J'ai beaucoup aimé travailler avec les Américains. Je trouve que c'est des gens très réglo, qui respectent leurs accords, qui sont structurés, qui sont concis, qui mettent pas d'affect. Tout ça, c'est très pragmatique et finalement, ça fait bien avancer les choses. Et surtout, ils croient. Ils croient. Quand on leur propose une idée, s'ils croient, ils avancent. Ils ne remettent pas toujours tout en cause. Et ça, c'est une différence entre nos deux peuples. Ça, c'est une différence énorme. Après, beaucoup de gens taxent les Américains de superficialité. Moi, je ne pense pas que c'est de la superficialité. Je pense que ce sont des gens qui ont tendance à se protéger. Peut-être des réminiscences de leur passé de colons. Mais ils se protègent beaucoup face à des rencontres qui peuvent être éphémères. Et donc, ils n'accordent leur amitié et leur confiance qu'au bout d'un... certain temps. Un long temps. Et au même titre que leur maison, on n'y pénètre que quand on a franchi ce cap, comme si la maison était un petit peu un sanctuaire. Donc moi, je pense que les Américains sont des gens, au contraire, très agréables, très urbains, très aidants, très... Olivier, quelle est votre perception? Parce que vous avez suivi tout, vous avez été presque avant expatrié, aujourd'hui c'est quand vous venez chez nous que vous êtes expatrié. Oui, voilà, c'est ça. Disons qu'aux États-Unis, vous avez, bon, déjà le rapport à l'argent n'est pas le même qu'on connaît en France. On parle plus facilement d'argent aux États-Unis, on donne plus facilement son salaire, on parle plus facilement d'argent, c'est une différence importante, je pense. Également dans la prise de décision, c'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, aux États-Unis, on vous demande de prendre des décisions rapidement. Il faut aller vite. Alors, nous, en tant qu'Européens, en général, on préfère prendre du recul. Là, on vous demande d'avoir des prises de décision assez rapides. Donc, ça, c'est une autre différence où il faut s'adapter. C'est pour ça qu'on dit souvent, du fait de cette différence culturelle, les meilleures sociétés qui réussissent sont une équipe biculturelle. C'est-à-dire qu'un Français qui connaît l'entité française, l'historique du groupe, mais également une personne qui est américain et qui connaît les particularités du marché américain. Donc, en général, c'est aussi une bonne source de réussite. Ouais, ça aide. Comment vous avez fait, alors, justement, puisque c'est une excellente transition? Alors, nous, sur les différences culturelles, déjà, on n'a pas d'expatriés, il n'y a pas de Français à Miami, et l'équipe que nous avons est composée exclusivement de Latinos. Quelques Cubains, quelques Central-Américains, etc. Le point fort de cette approche-là, c'est qu'on a réussi à développer depuis Miami des business sur l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Ça marche très, très bien. Qui était votre objectif? Le premier objectif, mais le deuxième objectif était quand même d'attaquer le premier marché aéronautique nord-américain. Et là, on s'est aperçu du véritable handicap d'un latino ne peut pas aller bosser avec un redneck du Texas ou de Seattle, qui est une autre activité. Et là, on a été obligé de trouver des licenciés, des franchisés de la géographie qui convient. Absolument, puisque depuis Miami, on est capable opérationnellement de gérer tous les business sur les 50 États. Par contre,
l'approche commerciale, la relation commerciale ne passe pas du tout. Et la culture passe pas. L'accent sud-américain ou central-américain ne passe pas chez un Texan ou chez un gars de l'État de Washington. Mais même entre, par exemple, Miami et Naples, de l'autre côté de la Floride, c'est même Miami, Fort Lauderdale, voilà, c'est pas la même population. c'est pas les mêmes. Hein. C'est pas du tout les mêmes. Alors, on va aller justement interviewer Delphine Martin, qui est une grande habituée de nos plateaux, concernant la notion de visa. Nous allons parler du visa temporaire pour les investisseurs, dit le visa E2. Alors, quels sont les critères et la procédure? Le visa E2 est destiné aux personnes se rendant aux États-Unis ou y résidant déjà sous un autre statut d'immigration temporaire et qui ont pour objectif de diriger ou de créer une société dans laquelle ils vont investir un capital conséquent. Alors, quelles sont les conditions principales d'attribution? Le demandeur doit d'abord détenir une nationalité d'un pays ayant signé une convention en matière d'investissement avec les États-Unis. Cet investissement il doit être considérable, c'est-à-dire suffisant pour assurer l'exploitation de la société. L'investissement doit porter sur une véritable société en exploitation et ne pas être un investissement spéculatif. L'investissement doit générer des revenus considérables et ne pas être marginal, c'est-à-dire avoir un impact significatif aux États-Unis et ne pas uniquement permettre à l'investisseur de s'établir sur le territoire américain. Cet investisseur il doit prendre des risques commerciaux et contrôler ses fonds. Enfin, il doit être présent aux États-Unis afin de diriger et développer l'entreprise. S'il n'est pas l'investisseur principal, il doit être employé par la société à des fonctions de management, donc de cadre dirigeant. S'il n'y a pas de somme fixe considérée comme capital minimum pour déterminer un investissement considérable, les services de la citoyenneté et de l'immigration américaine, le USCIS, examineront si l'engagement financier de l'investisseur est suffisant pour assurer la réussite de l'activité. Un investissement minimum de 100 000 à 150 000 $ est exigé, bien que cela puisse être réduit dans le cas où la société ne nécessite pas un tel investissement. Alors le visa E ouvre la possibilité de demander à tout moment un statut de résident permanent, donc la green card. Quelle sera la procédure dans le cadre d'un visa E? La demande de visa E se dépose directement auprès des autorités consulaires américaines, soit du pays de nationalité, soit du pays de résidence du demandeur. Le délai de traitement est d'environ 6 à 10 semaines suivant le dépôt de la demande de visa. Depuis fin 2015, ces demandes se déposent exclusivement par email et non plus par courrier. Un entretien serait également réalisé auprès de l'ambassade afin que les autorités américaines s'assurent de la connaissance du projet du demandeur. Et vérification également qu'il ne s'agit pas d'une société fictive. Le dossier est assez long à monter en amont, avec des documents à fournir sur le profil personnel du demandeur de visa et son aptitude à venir aux États-Unis en tant qu'investisseur et à mener à bien son projet, et également les documents concernant la société auprès de laquelle l'investissement va être réalisé. Donc tout ce qui est corporate documents, bilan financier, le business plan sur 5 ans. Quelle sera la durée du visa E2? Le titulaire d'un visa E2 peut rester aux États-Unis tant qu'il continue de remplir les critères d'attribution d'un visa E2. Le visa est généralement délivré pour une période initiale de 2 ans, renouvelable par période de 2 années. Merci Delphine, je pense que ça a été extrêmement clair et suffisamment détaillé. Maintenant, je voudrais juste faire un petit tour comme ça rapide du plateau. Donc vous aviez quel type de visa? Moi j'avais un visa donc étudiant, J1, qui marche pour donc, principalement pour les stages, je crois que c'est jusqu'à 12 mois. Moi pas de visa, j'y vais en touriste. Et avec l'autorisation de faire du visa. D'accord, vous y allez en touriste? Absolument. C'est enregistré pour vos collaborateurs? Un statut d'entrée du touriste. C'est juste le statut. Le statut d'entrée du touriste. Et vous étiez... Moi, j'avais un E2 comme celui que vient de décrire Delphine Martin. D'accord. Il a duré 5 ans. 5 ans. Et alors, vous avez fait la panoplie? Oui, moi j'ai fait tout type de visa. J'ai commencé en G1, comme vous. J'ai continué en H1, j'ai pris ma carte verte et puis maintenant j'ai le double passeport. Je suis américain. Américain. Très bien. Encore une fois, le plus simple, c'est quand même de se faire accompagner sur la notion de visa, parce que là, c'est extrêmement complexe. Oui, et puis c'est obligatoire, parce que si vous voulez avoir la chance d'obtenir un visa de travail auprès de l'ambassade américaine, il faut vous faire représenter par un avocat d'immigration. Voilà. Donc, soyons prudents, écoutons Delphine et faisons les choses correctement. Je vous propose simplement d'aller interviewer de suite Elisabeth Gazet sur le marché de l'immobilier à Miami. Bonjour Paris. Donc Miami est un marché immobilier très dynamique en raison de l'attrait de la ville pour une clientèle qui est finalement assez variée, puisqu'on a évidemment traditionnellement
beaucoup de clients d'Amérique latine sur la ville de Miami. Nous, particulièrement chez Barnes à Miami, on a une très grande clientèle européenne, francophone, France, Suisse, Belgique. Mais également, depuis quelques années, l'Amérique du Nord et notamment New York redécouvre son paradis tropical. Et c'est vrai que Miami attire aussi bien pour son climat tropical, mais pour sa situation fiscale intéressante, sans compter un dynamisme économique et culturel qui a vraiment gagné depuis ces 4-5 dernières années. Donc les prix se sont stabilisés parce qu'ils n'avaient pas cessé de monter depuis la crise. Les transactions des appartements sont plus stables, il y a un inventaire qui est aujourd'hui assez large, donc ça permet d'avoir de meilleures négociations et de faire probablement de meilleures affaires au niveau de l'achat d'appartements. Sur les maisons et notamment les maisons haut de gamme, c'est vrai que et tout ce qui est un peu exceptionnel, les maisons sur l'eau, dans le cœur de Miami Beach ou dans les quartiers de Coconut Grove qui sont très prisés, là on a un marché qui est quand même encore assez soutenu. Très bien. Alors justement, pour compléter ce que disait votre amie Elisabeth Gazet, comment ça s'est passé pour vous et quel est le marché à votre avis aujourd'hui ? C'est-à-dire que nous avons eu la chance d'arriver à Miami en 2008, à l'époque où il y avait beaucoup de foreclosures, etc. Donc les prix étaient au plus bas. Le dollar était au plus bas aussi. Donc on a eu la chance de trouver une belle maison à un prix tout à fait raisonnable. Maintenant, visiblement, effectivement, le marché a beaucoup changé. Maintenant, il faut peut-être craindre aussi une bulle immobilière à Miami, puisque je crois de mémoire, il y a 28 000 logements qui viennent d'être construits et qui sont en suspens. Donc est-ce qu'on ne va pas revivre la même chose qu'en 2008 ? Peut-être pas, peut-être. En tout cas, la valeur sûre, c'est peut-être d'acheter toujours au bord de la mer, vers South Beach, je ne sais pas. Je laisse Olivier parler. Oui, votre vision d'expert comptable. Je dirais, pour aller dans le prolongement de ce que disait Elisabeth Gazet et puis Sandrine également, effectivement, il y a beaucoup de produits sur le marché actuellement. Je pense, contrairement à la crise des subprimes qu'on a connue, Miami est un marché plus mature, plus stable. Donc je vois quand même mal avoir un effondrement des prix d'immobilier comme on l'a connu, puisque quand même Miami devient un marché plus mature. Il y a toujours, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une population grandissante à Miami. Il y a toujours des gens qui arrivent à Miami. Donc ça, c'est un élément majeur et important de connaître. Voilà, également. Il y a un autre paramètre qu'il faut savoir ici, c'est qu'aujourd'hui, Cuba s'ouvre à Miami également, avec ce qui est en train de se passer. Ça c'est une donne qu'on va connaître en 2017 et ça va être quelque chose de très important pour Miami. Après, au niveau des quartiers, effectivement, avoir des produits au bord de la mer sont des produits qui baisseront jamais, bien évidemment. Et comme le disait Elisabeth, d'être dans des quartiers assez prisés comme Coconut Grove ou Coral Gables, ce sont des quartiers sûrs, des valeurs sûres. Vous avez beaucoup de gens actuellement, notamment des Français, qui habitent dans les quartiers près des écoles, puisqu'on a des écoles franco-américaines, et qui sont dans le sud de Miami. Donc vous avez beaucoup de gens qui y habitent pour pouvoir être prioritaires sur ces écoles. Très bien. Un point particulier Pierre ? Sur les logements, je dirais que moi j'ai l'impression que Coral Gables, etc., le sud c'est quand même très résidentiel, etc. Mais par exemple, j'avais pas mal d'amis, donc des plus jeunes qui habitaient plus vers Downtown ou South Beach ou même Brickell, où on est plus proche des centres pour sortir, etc. C'est plus facile. Bon, on a moins d'espace, on est plus loin des écoles, etc. Mais voilà, ça permet de faire d'autres choses. Alors en même temps, une fois qu'on est à Miami, parce qu'on aborde la notion de quartier, les déplacements un peu compliqués quand même entre les quartiers en dehors d'avoir une automobile. Mais notamment quand on est par exemple au nord et qu'on doit emmener son enfant au sud. Nous, c'était le choix qu'on avait fait puisqu'on était à Miami Shores, qui est un petit village entre Aventura et Brickell, on va dire à peu près. Et heureusement, notre fille n'était pas dans le sud, à Sunset ou là-bas, parce que c'était jusqu'à 1h30 de déplacement. De voiture. On va justement aller interroger Jacques Brion sur que diriez-vous des transports en commun à Miami ? C'est nul. Alors Miami est devenue une ville mondiale. Et Miami continue de se développer de façon extraordinaire. Et les derniers immeubles qu'on a construits comptaient 40 étages. Les nouveaux, les projets nouveaux sont maintenant 90 étages. Autrement dit, l'absence presque totale de transport en commun à Miami crée des conditions de circulation épouvantables. Il faut une voiture, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, mais il faut surtout qu'un jour, les autorités se développent un système de transport public. Il y a un projet de tramway sur Miami Beach,
peut-être aussi de l'autre côté de la baie, sur lesquels des sociétés françaises d'ailleurs travaillent et sont en train de trouver des débouchés. C'est très bien pour l'industrie française, mais l'absence de transport en commun se fait cruellement sentir à Miami. Alors Pierre, sur les transports en commun, qu'est-ce que vous auriez à dire? Je suis assez d'accord avec ce qui se dit dans la vidéo, à savoir que c'est quand même pas très très bien organisé. C'est assez cher par rapport aux services offerts. Après, ces derniers temps, il y a quand même par exemple Uber qui est une option qui est de plus en plus utilisée, qui est beaucoup moins chère qu'à Paris par exemple, à peine plus cher que le bus, pardon, beaucoup plus pratique. Donc moi j'utilisais ça, mais c'est vrai que pour travailler là-bas, il faut absolument une voiture parce que les transports, on ne peut pas compter dessus, quoi. Et du coup, on finit dans les embouteillages. Ouais. Quand on est arrivé, nous, en 2008, c'était vraiment... Bon, déjà, les Américains se plaignaient, mais ça allait très bien. Mais là, je suis retournée, moi, là, récemment, c'est abominable. Je ne sais pas ce que tu en penses. Olivier, vous vivez ça comment? C'est compliqué. Alors après, pour continuer dans le développement des transports en commun, ça dépend où vous habitez. Parce que si vous habitez nord-sud de Miami, c'est-à-dire que vous travaillez downtown et vous habitez le long du US1, c'est-à-dire au sud de Miami, toute la partie ce qu'on appelle Kendall, Coral Gables, Coconut Grove, vous avez un train quand même. Et ce train fonctionne très bien. Il est équipé, il est climatisé, vous avez une Wi-Fi, vous avez de plus en plus de gens justement en ce moment qui utilisent ce train lié au fait du trafic qui accroît, puisque forcément il y a de plus en plus de monde. Après, le problème qui se pose actuellement également, c'est Miami Beach vers downtown Miami. Alors, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un tramway, dans lequel Alstom va participer justement dans un consortium. Donc là, quand ils auront fait ce tramway, ça va être quelque chose qui va être pas mal. Donc je pense qu'ils travaillent dessus, ils s'organisent petit à petit, mais c'est sûr que quand on compare à des grandes villes américaines, Miami, c'est pas encore ça. Il faut que les infrastructures suivent. C'est ça. Alors, juste parce qu'on ne va pas tarder d'arriver à la conclusion, si vous aviez un point particulier à évoquer à un dirigeant français qui veut aller à Miami, ça serait quoi? Un ou deux points? Même moi, un ou deux points. Le point primordial, c'est la préparation. Bien se préparer, donc bien s'entourer, comme on en évoquait tout à l'heure. Joël parlait de son expérience, donc bien s'entourer d'un expert comptable. Avoir recours au conseiller du commerce extérieur parce qu'ils sont là pour vous aider. Moi aussi, je suis conseiller du commerce extérieur, c'est important. Également, les chambres de commerce. On a une très bonne chambre de commerce franco-américaine à Miami. N'hésitez pas à les contacter, elles sont là pour vous aider. Elles offrent beaucoup de choses, certaines payantes, certaines gratuites. Donc préparez-vous et entourez-vous. Sandrine? Il y a un dicton qui me fait toujours rire quand on parle de Miami, c'est pour réussir à Miami, il faut arriver milliardaire pour devenir millionnaire. Absolument. Bref, ayez suffisamment d'argent en tout cas pour tenir 2 ans. D'accord. Et on a un investissement à faire sur la durée. Et je crois que c'est prouvé. Absolument. D'accord. Et alors, Joël, vous, en tant que chef d'entreprise, si vous aviez un collègue en face de vous, vous lui diriez quoi? Que Miami, c'est pas qu'une destination de touristes, que c'est la porte d'entrée sur le marché américain. Et même si la nouvelle administration qui va se mettre en place n'est pas encore complètement découverte pour l'instant. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites. Beaucoup de choses qui peuvent susciter l'inquiétude. Le marché américain reste dans plein de domaines un marché important. Miami, c'est sur la côte est, ce n'est qu'à 6 heures de décalage horaire. C'est des choses qui sont pratiques aussi. Qui se gèrent facilement. Qui se gèrent facilement. La culture latino, pour moi, c'est plutôt un avantage qu'un handicap. C'est une bonne façon de rentrer sur le territoire américain. Ça a ses limites, comme j'ai évoqué tout à l'heure, mais on se sent beaucoup plus proche des latinos que des anglo-saxons, que des anglo-saxons. Donc oui, non, Miami, ça me paraît une belle porte d'entrée sur le marché américain, et pas que le marché nord-américain, c'est aussi le marché des Amériques. Voilà, c'est c'est la porte naturelle sur l'Amérique centrale, sur l'Amérique du Sud. Et puis, c'est tout proche des Antilles françaises, de la Guyane. Il y a de plus en plus de commerce qui se fait depuis les États-Unis vers la Guadeloupe, vers la Martinique et la Guadeloupe. Donc, et là, on essaye de développer, puisqu'on a aussi nos implantations là-bas. Pierre, alors en dehors de la notion un peu belle des choses, du cannabis, de tout ça, est-ce qu'il y a autre chose à voir sur Miami? C'est-à-dire... Un conseil pour un étudiant qui voudrait aller là-bas? Oui, effectivement, il y a la fête, mais il n'y a pas non plus que ça. Je pense que moi, la notion, faut bien s'entourer, c'est sûr, mais je pense qu'il faut aussi vraiment bien s'informer pour pas débarquer, parce que c'est vrai qu'on débarque quand même. C'est au croisement entre culture américaine et latino, certes, mais aucune des deux est vraiment similaire à la nôtre, donc c'est quand même c'est un vrai sujet. Ouais, on arrive vraiment. On conclura là-dessus pour les USA.
On se retrouve dans quelques heures pour Seattle et dans quelques minutes pour l'Italie et pour Milan. Et nous conclurons donc cette émission. Je vous dis à très bientôt.